tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Il faut sauver la supérette locale. Une facture d'électricité qui s'envole et c'est tout un village qui se mobilise pour le seul commerce alimentaire des environs. Les explications de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, à suivre dans un instant. Elle est de retour en abondance. La neige envahit de nouveau les montagnes françaises. En Corse, vous allez le voir, les skieurs sont évidemment ravis, comme vous l'entendrez, grâce à nos partenaires sur place de Via Télépaésé. Ses racines poussent au bord d'une falaise. Un arbre situé en Moselle vient d'être élu plus bel arbre de France. Une découverte remarquable de la rédaction de Moselle TV. Et puis, en fin d'édition, nous partirons à la rencontre d'une infirmière passionnée de cosplay. Cette activité où des fans de jeux vidéo se parent dans le réel des costumes de leurs héros. Un sujet de Vosges TV en fin de journal. Une facture d'électricité multipliée par 4 et c'est un village entier qui retient son souffle. À Bernaville, dans la Somme, la seule supérette du coin est menacée de fermeture. La cause, une facture d'électricité qui a bondi ces dernières semaines. Plusieurs emplois sont menacés, une situation préoccupante pour les habitants aussi. Reportage et explication de Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard. C'est la seule supérette à plusieurs kilomètres à la ronde. Pourtant, ce commerce de Bernaville pourrait bien fermer ses portes. Les clients se disent inquiets. Truc de fou, quoi. Indispensable. Comment ils vont faire les papis, les mamies? Nous, s'il faudrait qu'on se déplace, il faut avoir 12 voire 15 km. On n'a plus la poste, on n'a plus le trésor public. Vraiment, les communes ils se désunissent complètement, quoi. En novembre dernier, la gérante de l'enseigne recevait les nouveaux tarifs de ses factures d'électricité applicables en début d'année. 4 fois supérieur au taux habituel. Donc vous voyez, ça c'est ce que je payais avant, ça c'est ce que je vais payer en appliquant le nouveau taux de EDF. Près de 20 000 € mensuels d'électricité, un montant injustifié selon la commerçante. Qu'on paye plus cher de 10-15%, je dirais comme le cours actuel de la vie, mais pas 400 fois mon prix, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens. En cas de fermeture, les 8 salariés de la supérette pourraient perdre leur emploi et une partie de la clientèle bien souvent âgée pourrait se voir privée d'un commerce essentiel. Inacceptable pour ce collectif. Il faut savoir que Madame Maréchal prend des commandes par téléphone et qu'elle va livrer gratuitement tous ces gens-là. Et qu'elle va même chercher des gens chez eux pour qu'ils fassent leurs courses, elle les ramène. Chaque année, la supérette génère plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, trop important pour bénéficier du bouclier tarifaire. Alors certains élus locaux en appellent directement aux instances gouvernementales afin de trouver des solutions. À court terme, je dirais, c'est la renégociation d'un contrat qui soit supportable pour l'entreprise. Des aides de l'État, bien sûr, dans la mesure où justement nous sommes en zone de revitalisation rurale. Et puis après, peut-être des solutions à plus long terme, à revoir comment on peut structurer cette société pour découpler des activités et avoir des capacités de bénéficier du bouclier tarifaire, ce qu'on appelle les TRVE, les tarifs réglementés de vente de l'électricité. La gérante de l'enseigne se donnait un mois pour éviter la fermeture. Sur sa dernière facture arrivée ce matin, le taux annoncé par son fournisseur d'électricité n'était pas appliqué. Un court répit pour l'un des derniers commerces de la commune. Voilà, et le reste de l'actualité marqué aussi par le conflit en Ukraine qui est entré cette semaine dans son 11e mois. Et presque un an après le début de la guerre, la solidarité ne faiblit pas. Vous allez le voir, la preuve, avec l'association des pompiers humanitaires français qui déploie actuellement une unité mobile de soins à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Cette infrastructure de 28 mètres carrés était présentée il y a quelques jours dans la Loire. Images et propos recueillis par Marie-Lise Pariot pour la rédaction de TL7, la télévision de la Loire. Il ne faut pas oublier que PHF est présent depuis le 1er mars en Ukraine et à la frontière polonaise. Mais oui, c'est la continuité, c'est la suite, c'est la poursuite du projet et c'est, on l'espère, quelque part à un moment aussi l'accompagnement à la restructuration du système de santé, à la reconstruction modestement, mais du pays. Sans transition dans ce journal, intéressons-nous à présent à la problématique du gaspillage alimentaire. En France, chaque année, près de 10 millions de tonnes de produits sont jetés à la poubelle. Pour lutter contre ce fléau éthique et environnemental, de nombreux acteurs agissent. En Gironde, l'entreprise Sain et Sauf produit des conserves à partir de fruits et de légumes déclassés ou invendus. Un concept anti-gaspi innovant qui se développe, comme a pu le constater dans les coulisses de l'usine de l'entreprise, les caméras de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Regardez.
En dégustant ce petit velouté de poireaux et pommes de terre, Baptiste n'a pas l'air franchement convaincu. Et je trouve que le goût est un peu trop masqué par les épices, sans passer le poireau. Chez Sain et Sauf, tous les salariés sont invités à goûter et noter les prototypes de produits avant qu'ils ne soient fabriqués. Des conserves qui ont une spécificité, elles sont toutes faites à partir de fruits et légumes de récupération. Mais c'est pas du tout les poubelles, ce sont juste pour la plupart des fruits et légumes sont tout simplement des fruits déclassés qui peuvent pas être vendus dans le commerce parce qu'ils n'ont pas la bonne taille. Dans les ateliers, on est en pleine production de citronnade. Les produits de Sain et Sauf sont principalement commercialisés dans des grandes surfaces, mais aussi dans certaines épiceries fines. Face aux géants de l'agroalimentaire, la petite structure de 15 salariés peine à se faire une place, d'où sa participation au salon de référence mondial de l'hôtellerie-restauration à Lyon. Nous, on essaie de faire notre place là-dedans avec un autre concept, et vraiment le concept poussé anti-gaspi. Et le message commence à bien passer, à bien tourner au niveau de différentes structures, comme la grande distribution, des choses comme ça, mais pas que. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette visibilité-là. En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros. Des chiffres impressionnants qui nous amènent maintenant à découvrir une autre initiative pour réduire la pollution de nos déchets plastiques. Le Fourgon est le nom d'une entreprise en pleine croissance. Son concept est simple, distribuer des boissons consignées à domicile. Une remise au goût du jour de la tournée du laitier en quelque sorte. Une idée en vert qui séduit de plus en plus de clients. Un sujet de Linda Brabedin pour la rédaction de Télé Grenoble. Bonjour madame, tenez c'est votre caisse, est-ce que vous voulez qu'on la pose à un endroit en particulier? Non, je vais la... Voilà une livraison qui aurait été anodine 40 ans plus tôt, alors que la consigne était encore obligatoire en France. Mais depuis, les emballages à usage unique ont envahi le quotidien. Pour changer les nouveaux usages des consommateurs, le Fourgon propose 300 références de boissons consignées sur son application ou son site internet. Une fois que le client a passé commande, il peut être livré dans les 2 heures selon les créneaux de livraison. Et normalement, ça a été validé sur l'application. Et là, on peut passer à la sélection des produits que le client a demandé. Donc là, on voit, c'est une soupe, 5 légumes. Reste à livrer le client en camion électrique sans qu'il n'ait à sortir de son appartement ou porter les caisses qui pèsent environ 20 kilos. J'ai découvert ça hier et je me suis dit que c'était une bonne idée d'acheter par exemple les sodas, tout ça, tout ce qu'on peut acheter en supermarché, le lait, tout ça en bouteille en plastique, de les acheter en bouteille en verre parce que ça coûte pas forcément plus cher et ça fait beaucoup moins de plastique, quoi. On est sensiblement sur les mêmes gammes de prix que dans certains supermarchés sur certaines gammes de prix. En revanche, on sait que sur d'autres gammes, on est moins compétitif. Des prix moins attractifs en raison du service rendu et de la consigne. En plus des boissons, soupes, café et autres sodas, le Fourgon vend aussi quelques produits ménagers. Là, par exemple, on est sur une gamme de détachants textiles, pareil pour un usage quotidien à la maison. Le concept de vente en contenant consigné n'a pas été réinstauré par le Fourgon, mais adapté aux particuliers. Quand on va dans un café ou dans un restaurant, très souvent les bouteilles qui nous servent, elles sont elles-mêmes consignées. Et nous, avec le Fourgon, on a bénéficié de ce même réseau-là. Pour l'instant, 3 personnes travaillent dans l'entrepôt du Fourgon à Grenoble, mais l'entreprise espère à terme atteindre un effectif de 20 collaborateurs. C'est un service indispensable dont peuvent bénéficier les personnes âgées, notamment dans les zones rurales. Le portage de repas à domicile est d'une aide précieuse pour les personnes âgées et isolées. À Limoges, le service local livre 150 à 200 repas par jour, même le dimanche. Et depuis quelques mois, la tournée dominicale s'est transformée en moment de convivialité. Comme vous le voyez sur ces images de 7 à Limoges, les livreurs passent davantage de temps au domicile des bénéficiaires. Une nouveauté appréciée forcément. Propos récoltés par Benjamin Delmas. Au début, il y a on va dire un peu de gêne entre nous deux parce que je me dis est-ce que la discussion elle va être forcée ou pas, et puis finalement en fait plus le temps passe, plus on reste avec eux en fait, et la discussion elle est pas du tout forcée, et puis ça va naturellement, et puis il y a une confiance aussi qui s'installe. Quand on est seul et que l'on vit tout seul, il faut dire le mot, ça fait plaisir d'avoir une personne qui vient passer un petit moment avec vous, même si ce n'est pas un temps très long, mais ça fait quand même plaisir de pouvoir parler un petit peu. Elle était plus qu'attendue en montagne. La neige a fait son grand retour sur la majeure partie des massifs français, et notamment en Corse, comme vous le constatez sur ces très belles images de la rédaction de Via Télé Paese.
Une neige abondante qui fait évidemment le bonheur des skieurs de l'île de Beauté. Réaction au micro de Loïc Leprince et de Gaëtan Nobilé. On est gâtés, hein, on a une belle neige, on a les conditions idéales, on a ce qu'il faut, donc bon, c'est top. On se régale, contente de pouvoir partager ce moment en famille et de faire du ski tous ensemble. La neige est bonne ou pas? Oui, elle est fraîche. Elle est fraîche, quand on tombe, c'est pas mal. Voilà, des sourires à l'heure de rechausser ses skis qui résonnent avec la joie des kayakistes bretons. Après presque un an de travaux, ils bénéficient désormais d'un nouveau bassin dernier cri à Cesson-Sévigné. Un parcours de plus de 200 mètres en pleine ville qui renforce la place de la commune dans la pratique du canoë-kayak. Un nouvel outil qui doit permettre également de préparer les Jeux Olympiques de 2024. Un sujet de Raphaël Tondriou-Gauthier pour la rédaction de TVR sur place. Ce n'est pas souvent que l'on voit un stade se remplir d'eau. Pourtant ici à Cesson-Sévigné, ce n'est pas la première fois. Ce nouveau bassin d'eau vive vient doubler l'équipement déjà proposé par la ville aux kayakistes. 220 mètres de rivière qui peut être programmé à distance. Détail pratique, un tapis facilitant l'accès à l'eau a même été installé. Un dénivelé qui est plus important, donc un courant qui est plus fort, avec des obstacles que l'on peut déplacer, aménager pour créer des mouvements d'eau particuliers. Et donc c'est une modularité finalement qui est tout à fait intéressante. Alors intéressante pour tous les niveaux, c'est-à-dire que ça va être utile à la fois pour nos athlètes de haut niveau, mais aussi pour les pratiquants donc débutants. Mais pour l'essayer, ce sont quand même des athlètes de bon niveau qui se mettent à l'eau. Ce stade, ils l'attendaient. On va plus être obligé de bouger comme c'était un peu le cas, surtout depuis les travaux. Là c'est génial, on a vraiment des conditions de standard international qui sont à la maison et franchement pour nous c'est vraiment chouette. Ouais. Une pratique qui se veut en cœur de ville, accessible à tous. Pour la commune, c'est l'occasion de briller au niveau national car avec ce nouvel équipement, ce sont les championnats nationaux et internationaux qui s'ouvrent aux athlètes locaux. Aujourd'hui l'importance c'est de maintenir les activités des filières sportives ici dans la ville qui ont été construites depuis des années et puis surtout d'avoir un outil qui va nous permettre de faire vivre le centre-ville avec des événements. Un avenir déjà tout tracé puisque le site de Cesson-Sévigné a été choisi comme centre d'entraînement pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Voilà, du canoë-kayak à l'aviron dans cette édition. Regardez ces très belles images de nos partenaires de Huit-Mont-Blanc en Savoie. Le lac du Bourget accueillera le 25 février prochain une compétition organisée par le club local. L'occasion de voir s'affronter les meilleurs équipages européens et dans un décor éblouissant. Mais aussi, vous allez l'entendre, de faire découvrir cette pratique à un nouveau public. Explication récoltée par Sébastien Germain sur place. C'est-à-dire que c'est un sport confidentiel parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est-à-dire que vous prenez un ballon, vous faites sur 10 mètres carrés, vous faites 2 dribbles, ça va très bien. Là, le terrain de foot, là, c'est le lac, donc c'est pas rien. On veut vraiment expliquer ce qu'est l'aviron et on veut que toutes les familles disent bah tiens, pourquoi pas montrer ça à nos enfants, parce qu'il va y avoir des essais. Si à la fin de l'épreuve là, qui va avoir lieu le 25, s'il y a 5 personnes qui s'inscrivent là, moi j'ai gagné mon pari. Voilà, le rendez-vous est donc pris le 25 février prochain sur les magnifiques bords du lac du Bourget, en Savoie, pour cette compétition dédiée à l'aviron donc. C'est un événement inédit par son ampleur et dans l'histoire de la spéléologie. Un gouffre dans le département du Gard s'est écroulé sur 35 mètres de long. Un phénomène naturel et impressionnant qui intrigue les scientifiques. Pour la sécurité du public, le site est désormais inaccessible. Les précisions avec ce sujet pour Via Occitanie de Chloé Bounamo. C'est un événement inédit, jamais observé depuis la naissance de la spéléologie. Le gouffre des Espélugues, à quelques pas de la commune de Dions dans le Gard, s'est effondré soudainement sur 35 mètres de long. Un éboulement conséquent de 5000 mètres cubes. L'eau a circulé à la base de ce limon accumulé, parce que le limon c'est perméable, et a fini par creuser sous le limon. Et le sol de la salle qui était formé de ce limon, un jour, a été tellement creusé que la voûte s'est effondrée. Pour les scientifiques, c'est un trésor. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a suffi de quelques coups de téléphone pour assembler une équipe de scientifiques de niveau national qui n'ont pas hésité une seconde avant de venir. Le risque de chute pourrait bien être mortel dans une eau à 3 degrés. Face à l'ampleur du phénomène, le maire a pris un arrêté municipal interdisant l'accès au site. Ne venez pas. Ne descendez pas dans le gouffre. C'est pas stabilisé pour l'instant. Le phénomène d'éboulement est encore à craindre.
En cas d'accident, un dispositif d'urgence a été mis en place afin d'agir plus rapidement. Ce gouffre d'une valeur symbolique pour les habitants accueille habituellement randonneurs et familles. Aujourd'hui, seuls les scientifiques ont accès au site. L'étude reste à confirmer, mais la trace d'une activité néolithique pourrait bien être l'un des premiers secrets que le gouffre pourrait nous révéler. Et des secrets justement, lui, il espère en dévoiler quelques-uns. Le satellite JUICE est paré pour son décollage dans quelques semaines depuis la Guyane. Objectif Jupiter et ses lunes glacées pour ce mastodonte de plus de 6 tonnes que vous découvrez à l'écran actuellement. Un voyage de 7 ans et demi et de 600 millions de kilomètres, rien que ça, pour savoir si les lunes de Jupiter réunissent les conditions propices à la vie. Précision au micro de Clément Gassi, notre partenaire de la Dépêche du Midi. Là, on a le satellite qui est complètement assemblé dans sa configuration quasiment prête pour le lancement. Et on est en train de terminer les essais fonctionnels, c'est-à-dire on teste le logiciel du satellite. On part vers le système jovien pour comprendre comment des lunes de glace peuvent abriter des conditions favorables à la vie telle que nous la connaissons. Nous savons que certaines de ces lunes de glace abritent en profondeur des océans d'eau liquide dans lesquels les conditions thermiques et chimiques pourraient permettre à la vie telle qu'on la connaît d'apparaître et de se développer. Voilà, et le décollage du satellite JUICE est programmé pour le 5 avril prochain. Tout à fait autre chose, majestueux et suspendu à 6 mètres de hauteur, le plus bel arbre de France se trouve en Moselle. Désigné ainsi par le jury du concours organisé par l'Office national des forêts et le magazine Terre sauvage, c'est un hêtre situé dans une petite commune qui vient de recevoir cette distinction. Principal argument, cet arbre remarquable est suspendu au bord d'une paroi. Une drôle de façon de croître, me diriez-vous. Découverte de Colline, l'expert pour Moselle TV. Regardez. La question ne se pose plus. Pour le jury, le plus bel arbre de France est bien dans les forêts mosellanes. Un hêtre de 25 mètres de haut, niché dans le canyon de Saint-Hubert. Ce qui le rend exceptionnel, c'est sa position, puisqu'il est accroché au rocher grâce à son système racinaire qu'il a dû développer pour se maintenir, justement. J'ai rarement vu un arbre qui a un système racinaire comme celui-là, quoi. Et puis il est d'aplomb sur le chemin, il est très beau. Et pour venir admirer cet arbre centenaire, mieux vaut enfiler une bonne paire de baskets. Suspendu à 6 mètres de hauteur, son implantation lui a permis de se démarquer parmi les 14 autres régions de France. C'est un peu un modèle, une leçon de vie, même en partant dans des conditions très mauvaises. Et si on se bat, on peut réussir. Et lui, il a réussi. Il s'est ancré solidement, il est reconnu. C'est au détour d'une balade en forêt que Delphine et les autres membres de l'association Êtres Vivants ont inscrit l'arbre au concours organisé par le magazine Terre sauvage. La Moselle n'est pas très connue, en tout cas à l'extérieur, pour son patrimoine naturel. Les atouts qu'on va lui prêter d'office, ça va être territoire frontalier, ça va être son histoire. Le but, c'était de montrer qu'elle a un patrimoine naturel intéressant, exceptionnel. Grâce au prix du jury, ce village de 200 âmes voit désormais défiler les amoureux de la nature. C'est pas la foule qui vient d'un coup, c'est des passages réguliers tout au long de la journée, surtout les week-ends bien sûr, des familles qui viennent avec les enfants. La plupart des gens qu'on a pu croiser étaient enchantés de leur découverte, quoi. Objectif à présent, obtenir des financements pour développer les chemins de randonnée de Saint-Hubert, détenteur du plus bel arbre de France. Voilà, à 17 ans, il vient de remporter le titre de meilleur apprenti de France. Thomas Collignon, c'est son nom, est un jeune homme spécialisé en métallurgie serrurerie. Une passion rare pour son âge qu'il perfectionne au sein d'une entreprise locale. Rencontre et portrait signé de la rédaction de Canal 32 dans l'Aube. Enfant, Thomas Collignon assemblait déjà des pièces métalliques. Cet étudiant en bac pro à l'IUMM de Rosières a voulu dépasser ses limites en se portant candidat au concours du meilleur apprenti dans son domaine. Le sujet, c'était une rampe d'escalier avec comme motif un coq et les canaux qui étaient imposés. Que les vis tête fraisée doivent être soignées pour ne pas gêner, que quand on passe la main, que ça soit professionnel, qu'il n'y ait rien qui raccroche. 160 heures de travail ont été nécessaires pour répondre à un tel niveau d'exigence, soit chez lui les week-ends ou au sein de l'entreprise chapelaine Arrêt-Forge les vendredis après-midi. Alors c'est à cet endroit que j'ai passé le plus grand nombre d'heures.
avec la forge, l'enclume. Thomas Collignon effectue son apprentissage au sein d'une PME de 25 salariés, intervenant parfois pour la restauration de monuments prestigieux. Ici, le gérant a tout intérêt à consacrer du temps pour la transmission des savoir-faire auprès d'apprentis ou de compagnons. On attire des salariés qui sont intéressés par les ouvrages qu'on réalise. En fin de compte, on a beaucoup d'entreprises qui savent faire de l'aluminium, des assemblages, des fenêtres, mais des métalliers purs pour faire de la rampe d'escalier, style Louis XV, Louis XVI, pour faire des rampes débillardées. Et des métalliers, on en a de moins en moins. Thomas Collignon va chercher sa médaille le mois prochain. Il se donne 10 ans pour tenter le concours de meilleur ouvrier de France. Voilà, un savoir-faire précieux qui nous conduit dans la Sarthe, à présent, à la découverte du travail d'une restauratrice de livres anciens. À 28 ans, Marina Villeneuve a ouvert il y a 2 ans son atelier près du Mans. Un pari osé alors que le métier tend à se raréfier. Ils ne sont plus que 6 à proposer un tel service dans son département. Reportage d'Enzo Maubert pour la rédaction de LMTV Sarthe. Quand je dois expliquer aux enfants, en fait, je dis tout simplement que je suis un médecin des livres. Puisque mon rôle, en fait, c'est de les soigner, peu importe la maladie qu'ils ont pu avoir. C'est un métier qui demande à la fois patience et minutie. Dans son atelier, Marina restaure de petits trésors, des livres anciens, parfois vieux de plusieurs siècles, qui, entre ses mains, revivent. Je suis en train de retirer l'ancienne carte ado. Donc la carte ado, en fait, c'est une sorte de papier un petit peu épais et surtout très, très dense, qui va permettre en fait de rigidifier le dos du livre. Donc là, en fait, j'utilise une colle très très diluée avec de l'eau, qui va permettre de ramollir tout simplement le carton pour pouvoir en fait le décoller sans abîmer le cuir qui est en dessous. La restauration est un art exigeant. Chaque retouche est pensée et réfléchie. Marina doit rester la petite main invisible, celle qui répare sans toucher à l'âme du livre. On n'est pas là pour créer un objet artistique, on est là pour vraiment en fait, respecter la matière ancienne et le travail qui a été fait avant nous. Tous les livres n'ont donc pas vocation à être restaurés. C'est le cas de ce manuscrit dont la couverture a totalement brûlé. On ne peut pas faire de restauration à proprement parler puisque 99% en fait, des éléments anciens de la couverture ont disparu. Les histoires, le vécu se mêlent souvent au travail de la restauratrice, des souvenirs familiaux ou parfois même de petits objets cachés entre les pages. Voilà. Ça m'est déjà arrivé de trouver sur un livre qui était grand comme ça en fait, des restes d'un bracelet en perles. En fait, il y avait vraiment des perles minuscules en verre avec des petits bouts du fil de soie qui le tenaient. Des petits bouts d'histoire toujours bien gardés. Pour Marina, restaurer un livre, c'est aussi faire parler notre passé. Connaissez-vous le cosplay venu des États-Unis? Cette activité consiste à se mettre dans la peau de son personnage de fiction préféré. Christelle, alias Lilou Chris, est devenue championne d'Europe de cosplay en novembre dernier. Cette infirmière confectionne elle-même ses costumes et ses accessoires. Et vous allez le voir avec ce reportage de Vosges Télévisions, il s'agit d'un travail très minutieux. Thierry Lasson et Hélène Leplat ont rencontré Christelle, ou plutôt Lilou Chris, à son domicile. Regardez. C'est un monde à part, celui des passionnés de jeux vidéo et d'incarnation de personnages de fiction. Le cosplay est né aux États-Unis en 1939. Christelle est cosplayeuse. Cette Vosgienne a découvert le concept il y a 8 ans et depuis la passion a pris le dessus. Plus connue sous le nom de Lilou Chris, elle est même devenue championne d'Europe de cette discipline lors d'une convention de cosplay à Toulouse en novembre dernier. C'est chez elle, à Serqueur, où elle confectionne elle-même ses tenues et accessoires, que nous l'avons retrouvée. J'ai utilisé du pain des Vosges avec du cuir pour le contour. Tout de suite, j'ai dit, c'est pour moi, c'est sûr. C'est voilà, de la scène, des costumes, de la recherche pour faire des costumes. Enfin, voilà, tout y était. Donc, je me suis dit, il faut que j'en fasse. De nature plutôt timide, sa personnalité, une fois le costume revêtu, change du tout au tout. Christelle vit littéralement les différents rôles qu'elle veut interpréter. Mais c'est le costume qui, au final, fait la différence dans le choix de son interprétation.
Maintenant que j'ai trouvé ma matière qui est vraiment le cuir, j'adore le travailler, donc je cherche un costume en cuir. Et après, vraiment que le personnage soit intéressant, qu'il soit profond, généralement des femmes qui sont assez fortes, qui ont un caractère. En novembre, lors de sa victoire à la convention du Toulouse Game Show, elle incarnait le personnage de la princesse Cyrilla de Sintra, une sorceleuse issue du jeu vidéo The Witcher. Après avoir enchaîné les concours, Lilou Chris a rengainé son épée. Enfin, pas totalement, puisqu'elle se consacre désormais à la conception et à la vente de costumes et d'accessoires. Elle sera l'invitée d'honneur les 25 et 26 février prochains à Épinal de Spinatori, la convention geek dédiée à la pop culture. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.